Si vous m'offrez une tasse de café, je vous dirai un secret. C'est ce que la fillette de 7 ans a dit à l'homme dont le nom faisait trembler de peur tout Chicago. Et ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu le prédire. Morningstar Café, 7h15 du matin. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les vitres, projetant de longues ombres sur le parquet ciré. L'arôme des grains de café fraîchement moulus emplissait l'air, se mélangeant au doux murmure des conversations et au léger cliquetis des tasses en porcelaine. Mais dans un coin du café, là où la lumière parvenait à peine, était assis un homme qui semblait absorber toutes les ombres de la pièce. Dominic Rousseau, 36 ans, chef de la famille Rousseau, l'homme dont l'empire s'étendait des gratte-ciels étincelants du centre de Chicago aux ruelles les plus sombres où même la police craignait de s'aventurer. Il était assis à sa table habituelle, la place du coin qui lui permettait d'observer chaque entrée, chaque sortie, chaque visage qui franchissait la porte. Deux gardes du corps se tenaient à une distance respectueuse, leurs yeux balayant constamment la pièce. Les habitués savaient qu'il ne fallait pas s'approcher de sa table. Même les baristas baissaient de la voix en préparant sa commande. Dominic souleva sa tasse d'expresso, l'arôme amer s'élevant comme de la fumée. Son visage était taillé dans la pierre, sans expression, illisible. 20 ans dans ce monde lui avaient appris à ne rien ressentir, à ne rien montrer. 20 ans qu'Elena était morte dans ses bras. La cloche au-dessus de la porte a sonné. Personne n'y a prêté attention. Juste un autre client par un matin ordinaire. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une petite silhouette s'est faufilée devant les gardes du corps, rapide comme un écureuil, silencieuse comme une ombre. Avant que quiconque puisse réagir, une petite fille se tenait juste devant la table de Dominic Rousseau. Elle avait de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval, un peu en désordre à force d'avoir couru. Sa veste était vieille, le tissu usé jusqu'à la corde aux épaules. Ses chaussures avaient connu des jours meilleurs. Mais ses yeux, ce sont ses yeux qui ont figé la main de Dominic à mi-chemin de sa tasse. Grands, ronds, sombres comme la nuit et absolument sans peur. Le café tout entier est devenu silencieux. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu d'une phrase. Les tasses se sont immobilisées à mi-chemin des lèvres. Même la machine à expresso semblait retenir son souffle. Gio, le bras droit de Dominic, s'est élancé pour attraper l'enfant, mais Dominic a levé la main. Juste un léger geste, à peine perceptible, mais il a stoppé Joe net dans son élan. Car ses yeux étaient ceux d'Elena. La même obscurité innocente, le même regard intrépide, le même air qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi les adultes rendaient tout si compliqué. La petite fille a parlé, sa voix claire comme une cloche dans le silence étouffant. Si vous m'offrez une tasse de café, je vous dirai un secret. Un secret sur votre voiture. Votre voiture. Les mots ont frappé Dominic comme une balle en pleine poitrine. Ce matin, Marcus, son chauffeur depuis 10 ans, avait emmené la Maybach pour un entretien. Un contrôle de routine, rien d'inhabituel, du moins c'est ce que Marcus avait dit. L'instinct de Dominic, aiguisé par 2 décennies de survie, lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait depuis le matin, un sentiment qu'il n'arrivait pas à définir. Et maintenant, cet enfant aux yeux d'Elena se tenait devant lui, parlant de secrets et de voitures. Soit elle était incroyablement stupide, soit elle était incroyablement désespérée. En regardant sa veste usée, sa posture déterminée, la façon dont ses petites mains tremblaient légèrement malgré son visage courageux, Dominic a su que c'était la deuxième option. Il a reposé sa tasse d'expresso lentement, délibérément. Le silence dans le café est devenu plus lourd, plus épais, presque insupportable. Puis Dominic Rousseau a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il a tiré la chaise en face de lui. « Assieds-toi ». Les mots sont tombés comme le tonnerre dans la pièce silencieuse. La petite fille est montée sur la chaise, ses pieds se balançant au-dessus du sol. Elle l'a regardé avec attente, en silence. Dominic a étudié son visage, ce visage qui lui rappelait tant la sœur qu'il n'avait pas réussi à protéger. Sa poitrine s'est serrée d'une douleur qu'il pensait d'avoir enterrée depuis longtemps. « Quel genre de café veux-tu » a-t-il demandé. Et à cet instant, tout a changé. Les yeux de Dominic n'ont jamais quitté le visage de l'enfant. Sa voix s'est faite plus basse, chaque mot mesuré comme des balles chargées dans un barillet. « Quel secret sur ma voiture »
La petite fille n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, son regard s'est porté sur le menu affiché au mur derrière le comptoir. Elle a étudié les images colorées des boissons, son petit doigt traçant des lignes invisibles dans l'air. Je n'ai pas encore mon café. La mâchoire de Gio s'est crispée. Sa main a frémi en direction de son étui et il a ouvert la bouche pour dire quelque chose de sec. Mais avant que le moindre mot ne puisse s'échapper, Dominic a fait un léger signe de tête au barista. Le café est resté figé dans un silence inconfortable, tandis que le barista, les mains tremblantes, préparait une boisson du menu, le genre de café qui contenait plus de sucre et de crème que de café réel, le genre qu'Elena avait l'habitude de commander. Ça a le goût de bonbons, grande frère. Sa voix a résonné du plus profond de la mémoire de Dominic, un fantôme qu'il n'avait jamais vraiment pu enterrer. La tasse a été placée devant l'enfant. Elle l'a entouré de ses deux mains, sentant sa chaleur, et a pris une gorgée prudente. Un petit sourire est apparu sur ses lèvres, le sourire innocent et simple d'une enfant qui savoure quelque chose de sucré. Puis elle a levé les yeux vers Dominic, et son expression est devenue sérieuse. La nuit dernière, j'ai aidé maman à apporter des serviettes au bureau de M. Moretti. C'est le patron de maman. La porte était un peu ouverte et je l'ai entendu parler au téléphone. Elle a fait une pause prenant une autre gorgée de son macchiato. Il a dit « Maybach noir, Morningstar, 7h30 demain matin. Quand il entrera, activez-la. Assez puissante pour raser tout le pâté de maison. » Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Le sang de Dominic s'est glacé. Son esprit a analysé les implications. La Maybach garée dehors, l'entretien que Marcus avait effectué ce matin, le timing qui le plaçait dans ce café à exactement 7h30 dans 15 minutes. Pourquoi? La question a échappé à Dominic avant qu'il ne puisse la retenir. Pourquoi es-tu venu me prévenir? Emery l'a regardé avec ses yeux incroyablement innocents. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Je ne sais pas si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Elle a regardé autour d'elle dans le café, le vieil homme lisant son journal près de la fenêtre, la jeune barista qui lui donnait toujours des bonbons quand elle passait, la mère tenant un bébé près de la vitrine à pâtisserie. Mais ce café a beaucoup de gens. Ce grand-père lit ici tous les matins, comme mon grand-père le faisait. La dame qui fait le café me donne des sucreries. Et il y a toujours une maman avec un bébé qui achète du pain. Sa voix s'est légèrement brisée. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux que personne ne meure. Quelque chose s'est brisé dans la poitrine de Dominic. À cet instant, il n'était plus le chef de la famille Rousseau. Il n'était plus l'homme qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Il avait de nouveau 16 ans, courant dans une ruelle sombre, tenant la main d'Elena, entendant des coups de feu derrière eux. Il regardait sa sœur tomber. Il voyait le sang se répandre sur le béton comme du vin renversé. Il hurlait son nom tandis qu'elle fixait le ciel avec des yeux vides. Elena avait 7 ans. Elena aimait les macchiatos au caramel. Elena croyait que son grand frère pouvait la protéger de tout. Et il avait échoué. La main de Dominic a bougé avant que son esprit ne puisse la rattraper. Il a attrapé le bras de Gio. Évacué le café. Inspection pour fuite de gaz. Maintenant. Les yeux de Gio se sont écarquillés de compréhension. Fais venir notre spécialiste en explosifs à la Maybach immédiatement. Et Gio, la poigne de Dominic s'est resserrée. Personne ne doit savoir pour cette fille. Personne. Les 10 minutes suivantes se sont déroulées dans un chaos contrôlé. Les clients ont été conduits dehors avec une insistance polie mais ferme. Le personnel a suivi, confus mais obéissant. En quelques instants, le café était vide, à l'exception de Dominic, Gio et la petite fille qui serrait toujours sa tasse de café. Puis le téléphone de Gio a vibré. Il a répondu, a écouté, et son visage est devenu pâle. Ils l'ont trouvé, de l'explosif C4, câblé au siège du conducteur, assez pour tuer tout le monde dans un rayon de 50 mètres. Dominic a fermé les yeux. 50 mètres. Le café était à 30 mètres de l'endroit où la voiture était garée. Le vieil homme avec son journal, la barista au sourire aimable, la mère avec son bébé, tous seraient morts. Il a ouvert les yeux et a regardé Emery, l'a vraiment regardé pour la première fois. Cette petite enfant courageuse et insensée qui était entrée dans l'antre d'un monstre pour sauver des étrangers. Quel est ton nom? Emery. Emery Chen. Emery.
Il a répété le nom lentement, soigneusement, comme pour le graver dans sa mémoire. Tu viens de me sauver la vie et celle de tout le monde dans ce café. La petite fille a simplement hoché la tête, finissant la dernière gorgée de son macchiato. Dominic s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure à peine audible. Maintenant, dis-moi pour qui travaille ta mère. Emery a posé sa tasse vide. Monsieur Moretti, Victor Moretti. Le nom a frappé comme la foudre, et en cet unique instant, tout a changé pour toujours. Victor Moretti. Le nom a résonné dans le café vide comme le tonnerre roulant dans un ciel assombri. La main de Joe a volé vers son étui, ses doigts s'enroulant autour de la crosse de son pistolet. Ses yeux se sont tournés vers Dominic, cherchant la permission ou peut-être le pardon pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais Dominic a levé la main, le stoppant net. Victor Moretti, l'homme qui avait tenté d'avaler l'Empire Rousseau pendant 10 longues années, l'homme dont l'ambition ne connaissait aucune limite, dont la cruauté n'avait pas de borne. L'homme que Dominic soupçonnait, non, croyait avoir un lien avec la mort d'Elena 20 ans plus tôt. Et maintenant, cet enfant était assise devant lui, la fille de la gouvernante de Moretti, une fille qui venait de lui sauver la vie avec des informations qu'elle n'aurait pas dû posséder. Dominic a étudié le visage d'Emery, son esprit parcourant les possibilités. Cela pourrait être un piège. Moretti était assez rusé pour utiliser un enfant comme appât, envoyer une file à l'air innocent, avec juste assez d'informations pour gagner la confiance, puis frapper lorsque les défenses seraient abaissées. Mais ses yeux honnêtes, terrifiés, incroyablement courageux, il ne savait pas mentir. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» a demandé Dominic, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Sais-tu qui je suis ?» Emery a secoué la tête, sa queue de cheval se balançant avec le mouvement. « Je ne vous connais pas, monsieur. Je sais juste que si je ne disais rien, beaucoup de gens mourraient. » Elle a baissé les yeux sur sa tasse vide. « Maman dit toujours de faire ce qui est juste, même quand on a peur. » Dominic a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine, un mur qu'il avait construit brique par brique pendant 20 ans. Cet enfant n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Elle était entrée dans la fosse au lion pour avertir le lion des chasseurs, ne sachant pas que le lion pouvait la dévorer tout aussi facilement. Et maintenant, qu'elle le comprenne ou non, elle avait peint une cible sur son propre dos. Si Moretti découvrait que sa tentative d'assassinat avait échoué parce que la fille de sa gouvernante avait surpris un appel téléphonique, « Gio », la voix de Dominic a percé le silence, « trouve tout sur sa mère, maintenant. » Gio a hoché la tête et s'est éloigné, le téléphone déjà collé à son oreille. À des kilomètres de là, dans le vaste manoir de Victor Moretti, une femme s'effondrait. Maylin Chen se précipitait dans les couloirs, vérifiant chaque pièce, chaque placard, chaque recoin où une enfant de 7 ans pourrait se cacher. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage désespéré de s'échapper. Emery avait disparu. Elle s'était volatilisée avant l'aube pendant que Maylin nettoyait de la cuisine. Un instant, elle dormait paisiblement dans leur petit quartier de domestique. L'instant d'après, son lit était vide. Ses chaussures manquaient. Maylin a pressé ses mains contre sa bouche pour étouffer un sanglot. 32 ans, veuve. Son mari était mort dans un accident de voiture il y a 3 ans, la laissant avec rien d'autre que des dettes et une fille à élever. Ce travail au manoir Moretti avait été une bénédiction, un bon salaire, le gîte et le couvert, une chance de donner à Emery une vie stable. Maylin ne s'était jamais demandé pourquoi un homme d'affaires avait besoin d'une si grande maison, d'une sécurité si sérieuse, de visiteurs si étranges à des heures indues. Elle ne voulait pas savoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était garder sa fille en sécurité. Et maintenant, Emery avait disparu. De retour au Morning Star Café, Emery a tiré sur la manche de Dominic. « Je dois rentrer à la maison. Maman va s'inquiéter. » Dominic a regardé l'enfant, si petite, si fragile, si complètement inconsciente du danger dans lequel elle s'était mise. « Si je te disais que rentrer à la maison maintenant est très dangereux, dit-il lentement, me croirais-tu? » Emery est restée silencieuse. Ses yeux sombres ont scruté son visage, cherchant quelque chose, la vérité peut-être, ou un réconfort. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre, mais elle était intelligente, plus intelligente que n'importe quel enfant de 7 ans n'avait le droit de l'être. Elle comprenait des choses qu'elle ne voulait pas comprendre. Lentement, à contre-cœur, elle a hoché la tête. « Bien. » Dominic s'est levé, sa décision prise. « Je t'emmène dans un endroit sûr. Mes hommes amèneront ta mère à toi. »
Il s'est tourné vers la fenêtre, observant ces gens se déplacer avec une efficacité silencieuse à l'extérieur. Nous devons sortir Maylin Chen de cette maison avant que Moretti ne se rende compte que quelque chose ne va pas. Gio est revenu, le visage sombre. Patron, la voiture est prête. Mais il a hésité. Mais quoi? Notre contact au manoir Moretti vient de faire son rapport. La mâchoire de Gio s'est crispée. La gouvernante a été convoquée dans le bureau de Moretti il y a 30 minutes. Elle est toujours à l'intérieur. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. La petite main d'Emery a trouvé celle de Dominique, ses doigts s'enroulant autour de la sienne avec une force désespérée. Maman. Sa voix a tremblé pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce café. Maman ira bien, n'est-ce que pas? Tu la sauveras? Dominique a baissé les yeux sur ses les yeux d'Elena maintenant remplis du genre de peur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Et il a fait une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Je le ferai. Victor Moretti était assis derrière son bureau en chaîne noire, la lumière ambrée d'une lampe sculptant de profondes ombres sur son visage anguleux. La nouvelle était arrivée il y a 3 minutes. La bombe avait échoué. Dominique Rousseau respirait encore. À l'intérieur, la rage bouillonnait comme de la lave en fusion, menaçant d'entrer en éruption et de tout consumer sur son passage. Mais 20 ans dans ce milieu avaient appris à Victor la leçon la plus importante de toutes. Ne jamais les laisser voir que tu saignes. Son visage est resté froid comme le marbre, ses mains stables alors qu'elles se joignaient sur le bois poli. Quelqu'un avait prévenu Rousseau. C'était de la seule explication. Le plan avait été parfait, le timing, l'endroit, la puissance de l'explosif, tout calculé avec précision. Et pourtant, Rousseau vivait. Quelqu'un a parlé, murmura Victor à la pièce vide. Quelqu'un parle toujours. Ses yeux se sont portés sur les moniteurs de sécurité sur son mur. Des domestiques se déplaçant dans les couloirs, des gardes à leur poste. Et là, la gouvernante, Maylin Chen, faisant les 100 pas nerveusement dans la cuisine. Sa fille avait disparu ce matin, un timing intéressant. Victor a appuyé sur le bouton de l'interphone. Envoyez Madame Chen dans mon bureau, maintenant. Les jambes de Maylin tremblaient alors qu'elle montait le grand escalier jusqu'au 3e étage. Son esprit a passé en revue toutes les erreurs possibles qu'elle aurait pu commettre, un plat mal nettoyé, une pièce mal dépoussiérée, une chemise mal repassée. Elle n'avait jamais été convoquée au bureau de M. Moretti auparavant. La porte était déjà ouverte. Elle est entrée, les yeux fixés sur le tapis coûteux sous ses pieds. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Victor s'est levé de sa chaise, contournant le bureau avec la grâce lente et délibérée d'un vautour tournant autour de sa proie. « Où est-ce votre fille ce matin, Maylin ?» La question l'a frappé comme un coup physique. « Emery, elle est allée à l'école, monsieur. » Victor a souri. L'expression n'a jamais atteint ses yeux. « Étrange, l'école dit qu'elle n'est jamais arrivée. » Le sang de Maylin s'est glacé. Sa fille avait disparu et elle se tenait devant un homme dont la patience semblait s'évaporer à chaque seconde. Je ne sais pas où elle est. Les mots sont sortis brisés, désespérés. « S'il vous plaît, monsieur, je dois la retrouver. » Victor a posé une main sur son épaule. Le geste aurait pu paraître attentionné à un observateur extérieur, mais Maylin a senti la menace dans chaque doigt. La promesse tacite de violence qui se cachait sous la surface. « Vous êtes une bonne gouvernante, Maylin. Je détesterais vous perdre. » Sa prise s'est resserrée de manière presque imperceptible. « Mais si je découvre quelque chose de désagréable sur l'endroit où votre fille est allée ce matin, ou sur ce qu'elle aurait pu entendre dans cette maison, » il a laissé la phrase en suspens, inachevée mais parfaitement claire. Maylin a compris. Sa vie et celle de sa fille étaient maintenant en équilibre sur le fil d'un couteau. De l'autre côté de la ville, Dominique a conduit Emery dans un petit appartement caché au-dessus d'une boulangerie fermée. L'espace était modeste mais chaleureux, rempli de meubles doux et de couleurs tendres. Des jouets étaient pris sur des étagères couvertes d'une fine couche de poussière. Des livres pour enfants étaient alignés sur une petite bibliothèque. Tout était resté exactement comme il y a 20 ans, une capsule temporelle d'une enfance qui s'était terminée trop tôt. Emery a regardé autour d'elle avec des yeux curieux. « C'est ta maison? » C'était la cachette de ma sœur. La voix de Dominique s'est étranglée sur les mots quand elle était en vie. Emery s'est approché d'un dessin épinglé au mur, une esquisse au crayon d'enfant de 2 personnages se tenant la main. En bas, en lettres tremblantes, Elena, 7 ans.
Ta sœur dessinait de jolis dessins. Dominic a fixé le dessin, les souvenirs revenant en masse comme l'eau à travers un barrage brisé. Elle avait 7 ans, tout comme toi. Le silence qui a suivi était lourd de fantômes. Puis le téléphone de Dominic a brisé l'instant. Il a répondu à la première sonnerie. La voix de Joe est parvenue, tendue et urgente. Patron, Moretti interroge la mère. Nous ne pouvons pas l'extraire sans nous griller complètement. Dominic a fermé les yeux. Le choix qui s'offrait à lui était impossible. Sauver Maylin et déclarer la guerre ouverte à Moretti, ou attendre et prier qu'elle survive à l'interrogatoire sans rien révéler. Aucune des deux options ne garantissait sa sécurité. Une petite main a tiré sur sa veste. Il a baissé les yeux pour trouver Emery le fixant, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle avait tout entendu. « Maman, sa voix s'est brisée comme du verre. Tu as promis que tu la sauverais. Tu as promis. » Dominic s'est agenouillé devant l'enfant, se mettant à son niveau. Ses yeux sombres, les yeux d'Elena, le suppliaient, le priaient de tout arranger. « J'ai promis, dit-il doucement, et je tiendrai cette promesse. » Mais au fond de lui, Dominic connaissait la vérité. Pour sauver Maylin Chen, il devrait peut-être déclencher une guerre. Et une fois cette guerre commencée, personne, pas même une petite fille courageuse avec l'amour de sa mère et le courage de son père, ne serait en sécurité. Dominic se tenait près de la fenêtre de l'ancienne cachette d'Elena, observant les lumières de la ville scintiller au loin. Son esprit parcourait les possibilités comme un maître d'échecs calculant ses coups. Un assaut direct contre le manoir Moretti était un suicide. Cela signifierait une guerre ouverte, des balles qui volent, des corps qui tombent, du sang innocent versé dans les rues de Chicago. Il avait besoin d'une approche différente. Gio. Dominic s'est détourné de la fenêtre. Fais savoir à Moretti que je suis au courant pour la bombe. La mâchoire de Gio est tombée. Patron, c'est de la folie. Il se rendra compte que quelqu'un vous a prévenu. Il se mettra à chercher la fuite. Exactement. Un sourire froid a traversé les lèvres de Dominic. Mais il ne soupçonnera pas une fillette de 7 ans. Il cherchera quelqu'un de plus proche, quelqu'un ayant accès à son cercle intime. La compréhension a éclairé les yeux de Gio. Vous voulez qu'il déchire sa propre organisation à la recherche d'un traître qui n'existe pas. Je le veux distrait, paranoïaque, trop occupé à surveiller ses propres hommes pour remarquer une gouvernante insignifiante et sa fille qui s'éclipse. En moins d'1 heure, des chuchotements ont commencé à se répandre dans le milieu de Chicago, des rumeurs d'une taupe haut placée au sein de l'opération de Moretti, des spéculations sur qui aurait pu trahir le patron. Des noms ont été lancés, des soupçons plantés, la confiance érodée. Dominic avait passé 20 ans à construire son empire. Il savait que l'arme la plus dangereuse n'était pas un pistolet ou une bombe. C'était le doute. À l'intérieur du manoir Moretti, la paranoïa de Victor le consumait comme un feu de forêt. Ses lieutenants les plus fiables semblaient maintenant des traîtres potentiels. Chaque regard, chaque murmure, chaque appel téléphonique devenait une preuve de conspiration. Il a convoqué son cercle intime un par un, soumettant chacun à des heures d'interrogatoire. Maylin Chen est devenue une pensée secondaire. Trouvez votre fille et rentrez chez vous, a finalement lâché Victor, la chassant d'un geste de la main comme un insecte agaçant. Mais souvenez-vous, j'ai des yeux partout. Un faux pas, et vous regretterez d'avoir mis les pieds dans cette ville. Maylin a fui le manoir, les larmes coulant sur son visage. Elle a couru dans les rues, appelant le nom d'Emery, vérifiant chaque endroit où sa fille aurait pu aller. Au moment où elle a atteint leur petit appartement, sa voix était rauque à force de crier. Elle a franchi la porte en trombe, prête à s'effondrer, et s'est figée. Emery était assise sur le canapé usé saine et sauve, buvant du jus dans une petite brique. « Maman ». La petite fille s'est jetée dans les bras de sa mère. Maylin l'a rattrapée, la serrant si fort qu'elle a craint de la briser. « Où étais-tu? J'ai eu si peur. J'ai cru voir une ombre bouger dans le coin de la pièce. » Maylin leva les yeux et son sang se glaça. Un homme se tenait là, grand, un costume sombre, avec des yeux qui avaient vu la mort et l'avaient distribué sans sourciller. Elle l'a reconnu instantanément. Tout le monde à Chicago connaissait ce visage. Dominic Rousseau. Maylin a poussé Emery derrière elle, protégeant sa fille de son propre corps. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « S'il vous plaît, ma fille n'est qu'une enfant. Quel que soit le problème, laissez-la en dehors de ce comme. » Dominic a étudié la femme devant lui, petite, fragile, terrifiée,
mais se tenant fermement face à un homme qui pouvait la détruire d'un seul mot. Comme sa mère s'était dressée contre les hommes qui étaient venus pour leur famille, comme elle l'avait protégé, lui et Elena, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Madame Chen. La voix de Dominic s'est adoucie de manière presque imperceptible. Votre fille m'a sauvé la vie aujourd'hui, ainsi que la vie de dizaines d'innocents. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis ici pour rembourser cette dette. Maylin a cligné des yeux, la confusion remplaçant la peur. Sauver votre vie? Je ne comprends pas. À l'intérieur de l'appartement exigu, avec Emery serrant la main de sa mère, Dominic a tout expliqué. Victor Moretti n'était pas un homme d'affaires, c'était un chef de la pègre, un meurtrier, un homme qui détruirait quiconque menacerait son pouvoir, y compris une gouvernante qui en savait trop. Le visage de Maylin est devenu pâle à mesure que la vérité s'imposait. 2 ans. J'ai travaillé pour lui pendant 2 ans. Je crois que vous ne saviez pas. Le regard de Dominic s'est tourné vers Emery. Si vous l'aviez su, vous n'auriez jamais laissé votre fille s'approcher de lui. Le silence a rempli la pièce. Finalement, Maylin a parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Que voulez-vous de nous? Rien. Le mot est resté en suspens dans l'air. Je dois une vie à votre fille. Je la rembourserai en vous protégeant toutes les deux. Maylin a cherché dans son visage la tromperie, les motifs cachés, le piège qui attendait sûrement sous ces mots. Elle n'a trouvé que la vérité. Alors que Dominic se tournait pour partir, de petits pas ont trotté sur le sol. Emery a attrapé la manche de sa veste, tirant doucement. « Tu reviendras, n'est-ce pas? » Dominic a baissé les yeux vers l'enfant, ses yeux sombres, remplis d'une confiance innocente, ce petit sourire qui n'attendait que de la bonté du monde. Quelque chose a bougé dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis 20 ans a commencé à fondre. « Je reviendrai », a-t-il dit. Et alors qu'il s'enfonçait dans la nuit, Dominic Rousseau n'avait aucune idée que ces 3 mots simples changeraient sa vie pour toujours. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce matin au Morning Star Café. Maylin et Emery vivaient maintenant dans un petit appartement de l'East Side de Chicago, un quartier sous la protection de Dominic. L'endroit n'était pas luxueux, mais il était propre, chaleureux et surtout sûr. Maylin avait trouvé du travail dans une laverie tenue par un couple de personnes âgées bienveillantes. Pas de criminels, pas de secrets, pas de danger caché derrière des sourires amicaux, juste un travail honnête pour un salaire honnête. C'est ainsi que Dominic les protégeait, non pas en les faisant prisonnières, mais en leur donnant la liberté à l'intérieur de murs invisibles. Fidèle à sa parole, il est revenu sans et non pas dans une voiture de luxe entourée de gardes du corps, juste lui et Eddie Toledo, portant un petit paquet emballé dans ses mains. Emery a ouvert la porte. Son visage s'est illuminé comme un lever de soleil perçant les nuages d'orage. Dominic. Elle avait cessé de l'appeler monsieur quelque part en cours de route. Maintenant, c'était juste son nom, prononcé avec la familiarité facile d'une enfant qui avait décidé de faire entièrement confiance. Étrangement, Dominic ne l'a jamais corrigé. « J'ai remarqué que tu aimes dessiner. » Il a tendu le paquet. « C'est pour toi. » Emery a déchiré le papier d'emballage avec des doigts avides. À l'intérieur, elle a trouvé un jeu de crayons de couleur professionnelle, un carnet de croquis de haute qualité avec des pages épaisses et crémeuses et autre chose, un petit bracelet en argent. Les crayons l'ont fait pousser des cris de joie. Mais quand elle a vu le bracelet, elle est devenue silencieuse. C'est si joli. Elle a tracé la délicate chaîne d'argent du bout du doigt. Mais je ne peux pas prendre ça. Ça doit être très cher. La poitrine de Dominic s'est serrée. Il y a 20 ans, il avait tenu un autre bracelet en argent, un modèle différent, mais avec la même signification. Le souvenir est venu sans y être invité, aussi tranchant que du verre brisé. Dominic a 16 ans, debout dans leur appartement exigu, tenant une petite boîte à bijoux. Elena sautillant sur la pointe des pieds, contenant à peine son excitation. « Joyeux anniversaire, petite étoile. » Il a attaché le bracelet autour de son petit poignet. L'argent a capté la lumière, scintillant comme de la poussière d'étoiles capturées. Ce bracelet te protégera, Elena. Chaque fois que tu auras peur, regarde-le et souviens-toi que ton grand frère est toujours là. Elena a souri, ses yeux sombres brillant d'une foi absolue. Je n'ai jamais peur quand tu es avec moi. 2 semaines plus tard, des coups de feu ont résonné dans une ruelle sombre. La main d'Elena a glissé de sa prise. Elle est tombée et le monde est devenu rouge.
Il a tenu son corps brisé, hurlant son nom tandis que son sang imbibait sa chemise. Le bracelet en argent scintillait toujours à son poignet, maintenant éclaboussé de cramoisie. Il ne l'avait pas protégé, il ne l'avait pas protégé. Dominic a cligné des yeux, se forçant à revenir au présent. Le bracelet qu'il tenait maintenant était une réplique commandée au même bijoutier qui avait fabriqué celui d'Elena, confectionné avec le même soin et le même amour. « Ce bracelet n'est pas cher, dit-il doucement, mais il est important pour moi. Je veux que tu l'aies. » Emery a levé les yeux vers lui, ses yeux innocents scrutant son visage. « Pourquoi? » La question était simple, la réponse était tout sauf simple. Dominic s'est agenouillé, se mettant à son niveau. « Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, et parce que je veux que tu saches. » Sa voix s'est étranglée, rauque d'émotion qu'il avait enfouie pendant 2 décennies. « Que je te protégerai comme j'aurais voulu la protéger elle. » Emery n'a pas tout compris. Elle était trop jeune pour comprendre le poids du deuil, la culpabilité écrasante de la survie, la façon dont la perte pouvait vider une personne jusqu'à ce qu'il ne reste que des ombres. Mais elle comprenait la douleur. Elle la voyait nager dans ses yeux, l'entendait trembler sous ses mots. Elle a tendu son petit poignet. « Tu peux me le mettre, les mains de Dominic, des mains qui avaient signé des condamnations à mort et appuyées sur des gâchettes, ont légèrement tremblé alors qu'il fermait la délicate chaîne autour de son poignet. « Je vais en prendre très bien soin, » a promis solennellement Emery, « et je ne te laisserai plus être triste. » Depuis l'embrasure de la cuisine, Maylin observait en silence. Elle a vu quelque chose que peut-être personne d'autre à Chicago n'avait jamais vu. L'homme le plus craint de la ville apprenant à aimer à nouveau, un petit moment à la fois. Mais à l'extérieur de l'appartement, garé dans l'ombre d'une ruelle étroite, une berline noire était immobile. À l'intérieur, Marcus Webb a baissé son appareil photo après avoir capturé l'image de Dominic Rousseau quittant le bâtiment. Ses mains tremblaient légèrement. Son estomac se tordait de culpabilité. Son téléphone a vibré, un numéro anonyme. Le message était bref et froid. « Continuez la surveillance. Moretti veut savoir pourquoi Rousseau s'intéresse à la mère et à la fille. » Marcus a fixé l'écran, puis a regardé de nouveau la fenêtre de l'appartement où la silhouette d'une petite fille bougeait derrière les rideaux. Une petite fille du même âge que sa propre fille, Lily. Qu'était-il devenu? Marcus Webb était le chauffeur de Dominic Rousseau depuis 5 ans. 5 ans de loyauté. 5 ans de confiance. 5 ans à garder des secrets qui pourraient enterrer des empires, jusqu'à il y a 6 mois, quand la loyauté est devenue un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Le souvenir le hantait à chaque instant. Lily, sa fille de 10 ans, jouant dans la cour de l'école, riant avec ses amis, innocente, inconsciente. Une berline noire s'est arrêtée près de la clôture. Un homme en costume sombre est sorti, a marché calmement jusqu'à l'endroit où Lily se balançait et lui a tendu une photographie. Quand Marcus est venu la chercher cet après-midi-là, Lily lui a donné la photo avec des yeux confus. « Un homme a dit de te donner ça, papa. Il a dit qu'un certain Victor Moretti voulait te parler. » Marcus a regardé la photographie et a senti son âme quitter son corps. C'était Lily, endormie dans son lit, prise de l'intérieur de leur maison. Cette nuit-là, Moretti a appelé. « Je ne veux pas tuer votre fille, Monsieur Webb. La mort est trop rapide, trop miséricordieuse. Mais il y a d'autres choses, des choses qui brisent un enfant sans arrêter son cœur, des choses dont elle se souviendrait pour le reste de sa vie. » Marcus avait vomi après la fin de l'appel. Et puis, il avait tout accepté. À partir de ce jour, Marcus a vécu en enfer. Il a fourni les horaires de Dominic, ses itinéraires, ses habitudes. Il a parlé à Moretti du Morning Star Café, de la table d'angle que Dominic choisissait toujours, de l'heure exacte à laquelle il arrivait chaque matin. Et qu'il y a 3 jours, les mains tremblantes et les larmes coulant sur son visage dans l'obscurité d'un garage vide, Marcus avait placé la bombe sous le siège du conducteur de la Maybach. Quand la nouvelle est tombée que l'attentat avait échoué, Marcus a ressenti 2 choses simultanément. Le soulagement de ne pas être devenu un meurtrier et la terreur parce que Moretti exigerait des réponses. L'appel est arrivé en quelques heures. Quelqu'un a prévenu Rousseau. La voix de Moretti était de glace et de venin. Découvrez qui, surveillez chacun de ses mouvements, rapportez tout. Alors Marcus a regardé. Il a suivi Dominic jusqu'à un immeuble d'appartement de l'East Side. Il a photographié les allées et venues. Il a documenté les visites qui devenaient de plus en plus fréquentes chaque jour.
Et il a découvert ce que Dominic protégeait. Une femme et sa fille, une gouvernante qui avait autrefois travaillé dans le manoir de Moretti, une fillette de 7 ans aux yeux sombres et un bracelet en argent à son petit poignet. Marcus a observé Emery à travers l'objectif de son appareil photo, son sourire éclatant, son carnet de croquis toujours à la main, la façon dont elle riait de petites choses, comme le font les enfants avant que le monde ne leur apprenne à avoir peur. Elle ressemblait tellement à Lily, même âge, même innocence, mêmes yeux confiants. S'il rapportait cela à Moretti, s'il lui parlait de la fille, de son lien avec l'attentat manqué, Marcus savait exactement ce qui se passerait. Moretti utiliserait l'enfant, blesserait l'enfant, détruirait l'enfant, tout comme il avait menacé de détruire Lily. Marcus était assis dans sa voiture, moteur éteint, les mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son front est tombé contre le cuir froid. Des larmes ont coulé. Quel genre de monstre était-il devenu? Quel genre de père sauvait sa propre fille en condamnant l'enfant d'un autre homme? Mais s'il ne faisait pas de rapport, si Moretti découvrait qu'il cachait des informations, Lily en paierait le prix. Avec des doigts tremblants, Marcus a tapé son rapport. Rousseau visite un appartement dans l'East Side lié à une ancienne gouvernante de Moretti. Besoin de plus de temps pour confirmer les détails. Il a délibérément omis le nom d'Emery, son âge, son implication. Il s'est acheté du temps, quelques jours, peut-être une semaine, pour trouver une autre solution. Il devait y avoir une autre solution. De l'autre côté de la ville, dans un bureau faiblement éclairé, Gio a posé un dossier sur le bureau de Dominic. « Patron, nous avons un problème. » Dominic a levé les yeux des documents qu'il examinait. Quelqu'un a divulgué votre emploi du temps pour la visite au Morning Star. Seules 5 personnes connaissaient cette information. La mâchoire de Gio s'est crispée. Je les ai tous surveillés et je pense que nous avons une taupe. Les yeux de Dominic se sont assombris. Qui? Pas encore confirmé, mais j'ai des soupçons. Gio a hésité. Marcus Webb a agi étrangement ces derniers temps, nerveux, distrait. Il passe des appels qu'il essaye de cacher. Dominic s'est adossé à sa chaise, traitant l'information. Marcus, son chauffeur depuis 5 ans, l'homme qui connaissait ses itinéraires, ses habitudes, ses vulnérabilités. Trouve des preuves, a dit Dominic doucement. Mais ne le tue pas encore. Je veux savoir qui tire ses ficelles. Gio a hoché la tête et est parti. Dominic a fixé le plafond, pensant au sourire innocent d'Emery, aux larmes reconnaissantes de Maylin, à un bracelet en argent sur un petit poignet. S'il y avait un traître dans son organisation, alors tous ceux qui l'aimaient étaient en danger, et cette fois, il ne manquerait pas de les protéger. Le penthouse offrait une vue imprenable sur l'horizon scintillant de Chicago. Serena Whitmore se tenait devant les baies vitrées, faisant tourner du vin rouge dans un verre en cristal. À 33 ans, elle était toujours d'une beauté stupéfiante, des cheveux dorés tombant sur ses épaules nues, une robe de créateur épousant chaque courbe, des traits sculptés à la perfection. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Derrière ses iris émeraudes brûlait une haine si intense qu'elle pouvait incinérer des villes. Serena était la fille du sénateur Charles Whitmore, la figure politique la plus puissante de l'Illinois. Elle avait grandi entourée de privilèges, adorée par la société, ne se voyant rien refuser, sauf une chose, le cœur de Dominic Rousseau. Il y a 2 ans, le souvenir était encore une blessure fraîche, un restaurant haut de gamme, la lumière des bougies dansant sur des nappes blanches. Serena portait une bague en diamant qu'elle s'était achetée, espérant qu'il la remplacerait par quelque chose de vrai. « Tu as dit que tu voulais recommencer, Dominic. » Sa voix tremblait d'espoir. « Je pensais que tu parlais de mariage. » Le visage de Dominic est resté de pierre. « J'ai dit que je voulais essayer. Je n'ai jamais dit que je pouvais changer. »« M'aimes-tu? » Silence, Otis. Le silence s'est étiré en une éternité, l'écrasant sous son poids. « Je ne suis pas capable d'aimer qui que ce soit, Serena. Je te l'ai dit depuis le début. » Il l'a laissé là, le jour de son anniversaire, devant tout un restaurant rempli de l'élite de Chicago, humilié, rejeté, sans valeur. Les serveurs ont fait semblant de ne pas remarquer ses larmes. Cette humiliation avait pourri à l'intérieur de Serena comme un poison. Elle ne voulait pas seulement se venger, elle voulait que Dominic Rousseau souffre comme elle avait souffert, qu'il sente son cœur arraché de sa poitrine alors qu'il battait encore,
C'est pourquoi elle était maintenant assise en face de Victor Moretti dans son bureau privé. « Vous voulez que Dominic Rousseau meure ?» dit-elle en posant son verre de vin. « Je le veux vivant, mais vivant en enfer. » Moretti l'a étudié avec des yeux calculateurs. « Que pouvez-vous m'offrir? » Mon père a une influence politique qui atteint tous les coins de cet État. J'ai des relations sociales dans des cercles que vous ne pénétrerez jamais. Serena s'est penchée en avant. Et je connais la faiblesse de Dominic, quelque chose que vous n'avez jamais réussi à trouver. Quelle faiblesse! Un sourire froid a courbé ses lèvres sans jamais atteindre ses yeux. Il n'a pas peur de la mort. Il a peur de perdre les gens qu'il aime. Il a perdu sa sœur il y a 20 ans et ne s'en est jamais remis. Elle a fait une pause, savourant les mots. Si vous voulez détruire Dominic Rousseau, trouvez quelqu'un qu'il aime, puis détruisez-le devant lui. L'expression de Moretti est passée du scepticisme à l'intérêt. Théorie intéressante, mais Rousseau n'aime personne. C'est ce que je pensais aussi. Serena a repris son verre. Jusqu'à récemment, Moretti a fouillé dans son bureau et a sorti un dossier, le rapport de surveillance de Marcus Webb. Ma source me dit que Rousseau a rendu visite à une femme et sa fille dans l'East Side. La femme était mon ancienne gouvernante. Les sourcils de Serena se sont haussés. Dominic Rousseau s'intéressant à l'enfant d'une gouvernante, c'est inattendu. Je ne comprends pas pourquoi. Serena a posé son vin lentement, les possibilités se cristallisant dans son esprit. Laissez-moi découvrir. J'ai des moyens de m'approcher que vos hommes n'auront jamais. Moretti a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Ne me décevez pas, mademoiselle Whitmore. Je ne suis pas aussi indulgent que votre ex-amant. Le lendemain matin, une élégante voiture blanche s'est arrêtée devant la laverie où travaillait Maylin. Serena Whitmore en est sortie, vêtue d'une élégance décontractée qui coûtait probablement plus que ce que Maylin gagnait en un an. Elle a poussé la porte, la cloche annonçant son arrivée. Ses yeux ont balayé le petit établissement jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'elle cherchait. Une petite femme asiatique pliant des serviettes dans le coin. Des vêtements simples, des yeux fatigués, des mains douces. C'était donc la femme que Dominic avait choisi de protéger. Serena s'est approchée du comptoir, offrant au propriétaire son sourire le plus charmant, le sourire d'un serpent s'enroulant autour de sa proie. « J'ai besoin de faire nettoyer cette robe. J'ai entendu dire que vous aviez une employée merveilleuse ici, une femme asiatique. Quelqu'un m'a dit qu'elle faisait un excellent travail. » Dans le coin, Maylin a levé les yeux de son pliage. Leurs regards se sont croisés. Maylin a souri poliment à l'élégante cliente, ignorant qu'elle regardait directement un fantôme du passé de Dominic, un fantôme qui avait l'intention de détruire tout ce qu'elle aimait. Serena Whitmore a compris que les plus belles toiles se tissaient un fil à la fois. Elle ne s'est pas précipitée, n'a pas insisté, n'a pas fait l'erreur de paraître trop empressée. Lors de sa première visite à la laverie, elle a simplement récupéré son nettoyage à sec et a fait une conversation agréable. « Vous faites un travail si soigné. » Serena a souri chaleureusement à la petite femme qui pliait des chemises derrière le comptoir. « Quel est votre nom? »« Maylin. »« Maylin, quel joli nom. » Serena a penché la tête, l'expression amicale. « Avez-vous des enfants? » Le visage de Maylin s'est adouci comme il le faisait toujours quand elle pensait à sa fille. « Oui, une fille. Elle a 7 ans. » 7 ans, un âge merveilleux. Elles ont échangé quelques autres amabilités avant que Serena ne parte, ne laissant derrière elle que l'impression d'une femme riche et gentille qui traitait les employés de service comme de vrais êtres humains. La graine avait été plantée. La semaine suivante, Serena est revenue. Cette fois, elle portait un petit ours en peluche avec un ruban rose autour du cou. « J'ai vu ça dans une vitrine et j'ai pensé à votre fille. » Elle l'a posé sur le comptoir avec un sourire timide. « J'espère que ce n'est pas trop déplacé. Je n'ai tout simplement pas pu résister. » Les yeux de Maylin se sont écarquillés. « C'est si gentil, mais je ne pourrais jamais accepter. Considérez cela comme un cadeau d'une nouvelle amie. » La voix de Serena dégoulinait d'une chaleur étudiée. « Dans cette ville, tout le monde a besoin d'un ami, n'est-ce pas? » Maylin a hésité, puis a accepté l'ours avec une gratitude sincère. Elle s'était sentie si seule depuis la mort de son mari, travaillant de longues heures, élevant Emery seule, n'ayant jamais le temps de nouer des liens. La gentillesse de cette femme élégante était comme de l'eau dans un désert. Au cours des 2 semaines suivantes, Serena est devenue une présence régulière. Elle a apporté du café. Elle a demandé comment s'était passée la journée de Maylin. Elle a écouté
et vraiment écouter les histoires sur les difficultés de la maternité célibataire, les défis pour joindre les deux bouts, les petites joies qui rendaient tout cela valable. Et lentement, Maylin a commencé à lui faire confiance. Quelqu'un nous aide maintenant. Et confié Maylin un après-midi, sa voix tombant à un murmure. Un homme nommé Dominic. Il a été si bon avec Emery. Les doigts de Serena se sont resserrés sur sa tasse de café sous le comptoir, mais son visage est resté parfaitement serein. Dominic, c'est gentil de sa part. J'avais peur au début. Tout le monde dit qu'il est dangereux. Maylin a secoué la tête. Mais vous devriez le voir avec ma fille. Elle parle de lui constamment. Elle dit qu'il a l'air triste, mais quand il est avec elle, il sourit. Il la traite bien, comme sa propre fille. Les yeux de Maylin ont brillé. Emery n'a jamais eu de figure paternelle depuis que mon mari est décédé. Et Monsieur Dominic, il remplit ce vide d'une manière ou d'une autre. Serena a hoché la tête avec sympathie tandis que la rage lui brûlait les veines. Dominic Rousseau, l'homme qui prétendait être incapable d'aimer, avait trouvé quelqu'un à qui tenir, une fillette de 7 ans qui le faisait sourire. L'ironie était presque insupportable. Cette nuit-là, Serena a appelé Moretti depuis son penthouse. Je sais pourquoi Rousseau protège l'enfant. Elle a regardé les lumières de la ville, son reflet d'un fantôme dans la vitre. La fille lui rappelle sa sœur décédée, Elena. La voix de Moretti a crépité d'intérêt. Donc, l'enfant est sa faiblesse, sa plus grande faiblesse. Il voit Elena en elle. Alors nous utiliserons l'enfant pour le briser. Serena a fait une pause. Malgré sa haine, malgré tout ce que Dominic lui avait fait, quelque chose en elle a reculé à l'idée de faire du mal à une enfant de 7 ans. Nous n'avons pas besoin de toucher la fille, dit-elle prudemment. Nous avons juste besoin de faire croire à Rousseau qu'elle est en danger. La peur peut être plus puissante que la réalité. Silence à l'autre bout. Une approche intéressante. Le ton de Moretti était non engagé. Nous verrons. L'appel s'est terminé. Serena a posé son téléphone, un sentiment de malaise rampant le long de sa colonne vertébrale. Moretti n'avait pas accepté son plan. Il ne l'avait pas non plus désapprouvé. Il l'avait simplement reconnu. Elle connaissait assez bien Victor Moretti pour comprendre ce que cela signifiait. Il ferait tout ce qu'il jugerait nécessaire, et à ses yeux, une fillette de 7 ans aux yeux sombres et un bracelet en argent n'était rien de plus qu'un pion à sacrifier. Serena s'est versé un autre verre de vin, essayant de noyer le murmure de conscience qui s'était soudainement réveillé après 2 ans de silence. Elle voulait que Dominic souffre, mais voulait-elle qu'un enfant en paye le prix? Emery avait l'habitude de dessiner tout ce qu'elle voyait, non pas parce qu'elle comprenait la signification de ce qu'elle capturait, simplement parce qu'elle aimait dessiner. Chaque personne, chaque lieu, chaque moment qui attirait son attention se retrouvait sur le papier grâce à ses crayons de couleur. Le carnet de croquis que Dominic lui avait donné se remplissait rapidement, page après page du monde d'une enfant de 7 ans, des couleurs vives, des formes simples, des observations honnêtes que les adultes négligeaient souvent. Le Morning Star Café avec Dominic assis dans le coin droit, maman pliant des vêtements à la laverie, Mademoiselle Serena aux cheveux jaunes qui donne des cadeaux à maman, et sur une page particulière, quelque chose qui allait tout changer. Un homme assis dans une voiture noire garée devant leur immeuble, un homme avec une cicatrice distinctive sur le menton. Dominic est arrivé pour sa visite régulière cet après-midi-là, portant une boîte de pâtisserie de la boulangerie préférée d'Emery. La petite fille l'a accueilli à la porte avec son enthousiasme habituel, le traînant à l'intérieur par la main. « Dominic, regarde ce que j'ai dessiné. » Elle a mis le carnet de croquis dans ses mains, sautillant sur la pointe des pieds avec excitation. Dominic s'est installé sur le canapé usé, Emery grimpant à côté de lui. Il a feuilleté les pages lentement, admirant sincèrement chaque dessin. « C'est magnifique, a-t-il dit en montrant une image du Morning Star Café. Tu as même bien dessiné les fleurs à la fenêtre. » Emery a rayonné. Il a tourné une autre page. Maylin au travail, entourée de vêtements colorés. Une autre page. Une femme aux cheveux blonds portant une robe rouge et un collier de perles. Une autre page. La main de Dominic s'est figée. Une voiture noire, un homme au volant, et sur le visage de cet homme, rendu en crayon marron avec une précision surprenante, une cicatrice le long de son menton. Emery. Dominic a gardé sa voix soigneusement neutre. Qui est-ce? Je ne connais pas son nom. Emery s'est penché pour regarder son propre dessin. Il se gare souvent devant notre immeuble.
Il reste juste assis dans sa voiture et regarde. Tu vois la cicatrice? Elle ressemble à ça. Elle a tracé une ligne le long de son propre menton pour le démontrer. Le sang de Dominic s'est glacé. Marcus Webb, son chauffeur depuis 5 ans, la seule personne de son organisation avec une cicatrice exactement comme celle-là. Combien de fois l'as-tu vu? A demandé Dominic, luttant pour que la colère ne s'infiltre pas dans son ton. Plein de fouet, il est toujours là. Dominic a hoché la tête lentement, puis est revenu au dessin de la femme blonde. Et ça, qui est-ce? C'est Mademoiselle Serena. Emery a souri. Elle est vraiment gentille. Elle vient au travail de maman et apporte des shadows. Elle m'a donné un ours en peluche. Depuis l'embrasure de la cuisine, Maylin a ajouté. Serena est l'une de nos clientes régulières. Elle a été si gentille avec nous ces derniers temps. Elle a même... À quoi ressemble-t-elle? A interrompu Dominic, sa voix plus sèche que prévu. Maylin a cligné des yeux à son ton. Des cheveux blonds. Très jolis. Elle porte des vêtements chers et un collier de perles. Dominic a fixé le dessin au crayon. Cheveux dorés, robe rouge, collier de perles. Serena Whitmore, la femme qu'il avait laissée briser dans un restaurant il y a 2 ans. La fille du sénateur Charles Whitmore, la femme dont il avait si complètement brisé la fierté que le pardon n'était jamais une option. Elle avait trouvé Maylin. Elle avait cultivé la confiance. Elle avait recueilli des informations. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Marcus surveillant l'appartement, Serena se liant d'amitié avec Maylin, tous deux liés à Moretti. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. C'était une attaque coordonnée contre tout ce à quoi il avait commencé à tenir. Dominic a fermé doucement le carnet de croquis. Emery, il s'est agenouillé devant l'enfant, tenant le livre à 2 mains. Ce carnet de croquis est très important. Peux-tu le garder en sécurité pour moi? D'accord. Son front s'est plissé. Mais pourquoi? Parce que tu es la meilleure artiste que je connaisse. Il a réussi un petit sourire malgré la tempête qui faisait rage en lui. Et parfois, les dessins d'un grand artiste peuvent sauver des vies. Emery a hoché la tête solennellement, acceptant le poids de la responsabilité sans la comprendre pleinement. Cette nuit-là, dans son bureau privé, Dominic a rencontré Joe. Marcus est le traître. Serena Whitmore travaille avec Moretti. La voix de Dominic était d'acier froid. Maylin et Emery sont prises au milieu. Gio a traité cette information, son expression sombre. Comment voulez-vous gérer ça? Pas encore. D'abord, je dois connaître leur plan complet. Dominic a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour protéger Emery et Maylin 24 heures sur 24. J'ai des gens. Mais patron, a hésité Gio, êtes-vous sûr de vouloir vous enfoncer davantage là-dedans? Moretti verra cela comme une déclaration de guerre. Dominic s'est retourné, ses yeux reflétant les lumières de la ville comme un feu froid. C'est la guerre depuis qu'il a mis une bombe dans ma voiture. Je choisis juste de me battre au lieu d'attendre de mourir. L'entrepôt abandonné se trouvait à la périphérie de Chicago, loin des regards indiscrets et des oreilles qui traînent. Marcus Webb en avait été traîné à l'intérieur par 2 des hommes de Gio, les mains liées dans le dos. Son visage était meurtri et enflé, non pas parce qu'il avait été battu, mais parce qu'il avait frappé à plusieurs reprises ses propres poings contre le mur de béton de son appartement quand il a réalisé qu'il avait été découvert. Une seule lampe éclairait le centre du vaste espace vide. Dominic était assis sur une chaise en métal sous sa lumière crue, son visage un masque sans expression. Marcus a été poussé à genoux devant lui. Pendant un long moment, aucun des 2 hommes n'a parlé. Puis la voix de Dominic a percé le silence comme une lame. 5 ans, Marcus. 5 ans que je t'ai confié ma vie. Marcus n'a pas essayé de se défendre. Sa voix est sortie brisée, à peine un murmure. Je sais, je mérite de mourir. Pourquoi? La question est restée en suspens dans l'air froid. Marcus a levé la tête, des larmes coulant sur son visage meurtri. Moretti son esprit à ma fille, Lily. Elle n'a que 10 ans. Sa voix s'est brisée alors que les mots sortaient, la photographie de Lily dormant dans son propre lit. L'appel téléphonique au milieu de la nuit, les menaces qui faisaient de la mort une miséricorde. Il a dit qu'il ne la tuerait pas. Il a dit qu'il ferait des choses qui la briseraient pour toujours. Marcus s'est étouffé dans un sanglot. Je suis son père, Monsieur Rousseau. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je ne pouvais pas. Il s'est effondré en avant,
le front touchant le sol en béton sale. Alors je leur ai donné votre emploi du temps. Je leur ai parlé du Morning Star. Et j'ai posé la bombe moi-même de mes propres mains en pleurant dans le noir comme un lâche. Dominic est resté immobile, regardant l'homme se briser devant lui. À cet instant, il ne voyait pas Marcus Webb, le traître. Il voyait son propre père, un homme qui avait fait des choses terribles pour protéger ses enfants, un homme qui avait finalement échoué, mais dont l'amour n'avait jamais faibli. « Tu as installé la bombe sous mon siège », a dit Dominic doucement. « Oui. Tu savais que si elle explosait, des dizaines d'innocents mourraient, Ryder. Je... » La voix de Marcus s'est brisée. Je l'ai installée lâchement, mal. J'espérais que quelqu'un la trouverait lors de l'inspection. J'ai prié pour que quelqu'un l'arrête avant. Mais tu l'as quand même fait. Oui. Gio s'est avancé, la main posée sur son arme rengainée. Patron, il a failli vous tuer. Selon nos lois, il doit mourir. Dominic a levé la main. Silence. Il s'est levé de sa chaise et a tourné autour de l'homme agenouillé lentement, délibérément. Tu as deux choix, Marcus. Marcus a levé les yeux, une lueur d'espoir désespérée dans ses yeux rougis. 1. Je te tue selon notre code. Ta fille perd son père, mais elle reste en sécurité car Moretti n'aura plus de moyens de pression sur toi. L'espoir étant mort aussi vite qu'il était apparu. Ou 2, Dominic s'est arrêté devant lui. Tu travailles pour moi. Continue de faire semblant d'être l'espion de Moretti, mais ne lui donne que ce que je te dis de lui donner. En retour, je protégerai ta fille. Je l'enverrai quelque part loin, quelque part où Moretti ne la trouvera jamais. Marcus le fixa, l'incrédulité se lisant sur son visage. Vous feriez vraiment ça? Je ne pardonne pas la trahison. La voix de Dominic était de glace. Mais je comprends le désespoir d'un père. J'ai vu ce qu'un homme est capable de faire quand les gens qu'il aime sont menacés. Son esprit a pensé à Elena, au bracelet en argent, à toutes les choses qu'il aurait faites, toutes les limites qu'il aurait franchies s'il avait su ce qui allait arriver. Choisis. Marcus a baissé la tête, les épaules secouées de sanglots silencieux. Je choisis le 2. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Dominic a fait un signe de tête à Gio. Organise le transport de Lily Webb en Californie ce soir. Nos gens là-bas la garderont en sécurité. Gio a hésité, manifestement en désaccord avec la décision, mais a hoché la tête et s'est éloigné pour passer l'appel. Alors que les cordes étaient coupées des poignets de Marcus, Dominic s'est penché pour lui parler directement à l'oreille. Il y a une dernière chose. Tu continueras à faire des rapports à Moretti sur Maylin et Emery, mais tu rapporteras exactement ce que je te dis de rapporter. Marcus s'est frotté les poignets à vif, la confusion se mêlant à la gratitude. Vous voulez que je trompe Moretti? Je veux que Moretti croie qu'il est en train de gagner. Un sourire froid a traversé les lèvres de Dominic jusqu'au moment où il réalisera qu'il est bien trop tard. Marcus a hoché la tête lentement. Quelque chose de nouveau est apparu dans ses yeux. Pas de l'espoir, mais de la détermination. La détermination d'un homme en quête de rédemption. Victor Moretti n'était pas un homme patient. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'échec de l'attentat. 2 semaines de rumeurs murmurées sur des traîtres dans son organisation. 2 semaines à regarder Dominic Rousseau se promener librement dans Chicago, tandis que son propre empire tremblait de paranoïa. Assez, c'était assez. Il a convoqué Serena dans son bureau, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. Vous avez dit que vous aviez besoin de temps. Je vous ai donné du temps. Il a frappé sa paume contre le bureau. Maintenant, je veux des résultats. Serena a gardé son sang-froid, bien que son cœur batte la chamade sous son chemisier de soie. Mon plan fonctionne. J'ai complètement gagné la confiance de la mère. Nous pouvons utiliser cela pour manipuler Rousseau, le rendre vulnérable de l'intérieur. Votre plan est trop lent. Moretti s'est levé de sa chaise, faisant les 100 pas comme un prédateur en cage. J'ai un moyen plus rapide. Il s'est tourné pour lui faire face, ses yeux froids comme la pierre en hiver. Nous prenons l'enfant. Serena a senti le sang quitter son visage. Enlever une enfant de 7 ans? Victor, ça dépasse les bornes. Les bornes? Il a ri, un son rauque dépourvu d'humour. Vous pensez que nous jouons à des jeux ici? C'est la guerre, Serena. Et en temps de guerre, tout devient une arme. Il s'est approché, sa présence suffocante. Si Rousseau voit cette fille comme sa fille, il se rendra pour la sauver. C'est une simple question de mathématiques. Serena a ouvert la bouche pour protester,
Mais le regard dans les yeux de Moretti l'a réduite au silence. Ce n'était plus une discussion. Le même soir, Marcus Webb a fait son rapport programmé au contact de Moretti. Suivant les instructions précises de Dominic, il a révélé des informations soigneusement élaborées. La mère et la fille seront à Lincoln Park demain après-midi. L'enfant joue généralement près des bancs de pierre près du lac. Le contact a relayé le message. En quelques heures, Moretti rassemblait son équipe. Parfait, préparez les hommes, nous agissons demain. Lincoln Park brillait sous le soleil de l'après-midi. Des familles étaient dispersées sur l'herbe, des enfants poursuivant des pigeons, des joggers se faufilant entre les arbres. Maylin était assise sur un banc près du lac, regardant Emery jeter des miettes de pain à une volée d'oiseaux. La petite fille riait alors que les pigeons se battaient pour les restes, son bracelet en argent captant la lumière. Aucune d'elles n'a remarqué les 20 hommes positionnés dans tout le parc, déguisés en joggers, vendeurs, couples en promenade romantique. Tous appartenaient à Dominic. C'était un piège. Depuis un VUS noir garé dans une rue voisine, Dominic observait à travers des vitres teintées. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées. Utiliser Emery comme appât lui donnait l'impression d'avaler du poison, mais Moretti l'avait forcé à le faire. Équipes en position, a rapporté Joe via l'oreillette. Les hommes de Moretti approchent de l'est. Dominic a regardé 4 hommes en tenue décontractée se diriger vers le lac. Leurs mouvements étaient trop coordonnés pour être une coïncidence. Attendez mon signal. Les hommes se sont approchés d'Emery. L'un d'eux a mis la main dans sa veste. Maintenant, l'équipe de Dominic a commencé à se rapprocher, sortant de leur cachette avec une précision étudiée. Mais alors, le chaos. Annulés, ils nous ont repérés. Une deuxième équipe que Dominic n'avait pas anticipée s'est matérialisée depuis les arbres de l'autre côté du parc. Ils avaient observé, attendu, cherchant exactement ce genre d'embuscade. C'est un piège, repliez-vous. Les hommes de Moretti se sont dispersés comme des oiseaux effarouchés, disparaissant dans la foule avant que l'équipe de Dominic ne puisse les intercepter. En 90 secondes, ils étaient partis. La voix de Gio a crépité dans l'oreillette, lourde de frustration. « Patron, ils se sont échappés, et ils ont certainement vu la fille. » Le sang de Dominic s'est glacé. Le piège avait échoué. Pire encore, Moretti avait maintenant la confirmation qu'Emery et Maylin étaient bien les cibles valant la peine d'être protégées, et il saurait sans aucun doute que quelqu'un l'avait trahi. « Marcus, sors la mère et la fille d'ici, » a ordonné Dominic. « Emmène-les à la planque. Elles ne quittent pas le territoire protégé tant que ce n'est pas fini. » Et Marcus, Dominic a regardé par la fenêtre alors qu'Emery continuait de jouer avec les pigeons, complètement inconscient du danger qui venait de passer si près. Si innocente, si vulnérable, tout comme Elena l'avait été. Prie pour que Moretti n'ait pas encore découvert qui est la fuite. La voix de Dominic était de granit. Parce que s'il l'a fait, Marcus est déjà mort. Il est sorti du VUS, traversant l'herbe en direction d'Emery. La petite fille a levé les yeux et a souri en le voyant, agitant la main avec enthousiasme. « Dominic, regarde combien de pigeons j'ai nourris. » Il s'est agenouillé à côté d'elle, forçant un sourire qu'il ne ressentait pas. « C'est merveilleux, petit artiste, mais il est temps de rentrer à la maison maintenant. » En la conduisant, elle et Maylin, à la voiture qui attendait, Dominic savait que le jeu avait changé. Moretti serait plus prudent maintenant. Non, un des plus impitoyables. Et la tempête ne faisait que commencer. Le penthouse semblait plus vide que d'habitude ce soir. Serena se tenait devant les baies vitrées, un verre de vin tremblant légèrement dans sa main. Chicago s'étendait sous elle, des millions de lumières scintillant comme des diamants dispersés, mais elle ne voyait rien de tout cela. Tout ce qu'elle voyait, c'était une fillette de 7 ans aux yeux sombres et un bracelet en argent. Elle détestait Dominic Rousseau. C'était certain. Mais la haine, avait-elle appris, n'était souvent qu'un amour qui avait été trop profondément blessé pour survivre. Il y a 4 ans, tout avait été différent. Un gala de charité à l'Art Institute de Chicago, des lustres en cristal, des robes de créateurs, l'élite de la ville réunie pour faire semblant de se soucier des moins fortunés. Serena l'avait immédiatement remarqué, la silhouette sombre qui se tenait à l'écart de la foule, observant tout le monde avec des yeux sans chaleur. Tout le monde savait qui était Dominic Rousseau. La plupart le craignaient, certains le respectaient, tous l'évitaient, mais Serena n'avait jamais eu peur des choses dangereuses. Elle s'est approchée de lui, a engagé la conversation, a arraché des sourires réticents qui ressemblaient à des victoires.
Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il l'a laissé entrer. Pas complètement, jamais complètement, mais plus que quiconque. Il lui a parlé d'Elena, de la sœur qui était morte dans ses bras quand il avait 16 ans et elle 7, de la culpabilité qui le consumait depuis. Je n'ai pas pu la sauver, avait-il dit, sa voix rauque d'une douleur ancienne. Elle me faisait confiance et je l'ai laissé tomber. Serena avait cru qu'elle pouvait le guérir. Elle pensait que son amour était assez fort pour faire fondre 20 ans de glace. Elle avait tort. Dominic avait essayé. Serena le savait maintenant, en y repensant avec des yeux plus clairs. Il avait sincèrement tenté d'ouvrir son cœur, de ressentir quelque chose au-delà de l'engourdissement qui était devenu son armure. Mais chaque fois qu'elle s'approchait trop, il se retirait. Chaque fois qu'elle tendait la main vers lui, il s'éloignait. Son cœur était mort dans cette ruelle avec Elena. Ce qui restait n'était qu'une coquille gelée faisant les gestes de la vie. Quand Serena a finalement exigé un engagement, exigé de savoir s'il y avait un avenir, Dominic a choisi l'honnêteté plutôt que la cruauté. Je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin, Serena. Je suis désolé. Il avait mis fin à leur relation le jour de son anniversaire dans un restaurant rempli de gens qui connaissaient son nom, sa famille, son statut. Les chuchotements l'avaient suivi pendant des mois. L'humiliation s'était transformée en quelque chose de plus sombre. Mais maintenant, en regardant la photographie d'Emery Chen que les gens de Moretti avaient me fournie, Serena a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet enfant, cette innocente de 7 ans, avait accompli ce que Serena n'avait jamais pu faire. Elle avait fait sourire Dominic. Elle l'avait fait venir, apporter des cadeaux, montrer de l'affection. Elle avait fait fondre quelque chose dans ce cœur gelé. Il peut aimer, a murmuré Serena à la pièce vide, la vérité brûlant comme de l'acide. Il ne pouvait juste pas m'aimer, moi. La prise de conscience a fait plus mal que la rupture ne l'avait jamais fait. Son téléphone a brisé le silence. L'opération du parc a échoué. La voix de Moretti était de l'acier enveloppé de glace. Quelqu'un a prévenu Rousseau. J'enquête. La colonne vertébrale de Serena s'est raidie. Marcus Webb? Possiblement, mais j'ai d'autres soupçons. Une pause dangereuse. Vous êtes certaine de n'avoir rien partagé avec personne? Je déteste Dominic plus que quiconque. Les mots sont venus facilement parce qu'ils étaient vrais. Pourquoi vous trahirais-je? J'espère que vous avez raison, mademoiselle Whitmore, car si je découvre que vous jouez sur les deux tableaux, la ligne s'est coupée. La main de Serena tremblait en posant le téléphone. Elle était entrée dans un jeu où il n'y avait pas de gagnant, seulement des survivants et des cadavres. Moretti ne faisait entièrement confiance à personne. Et maintenant, avec l'embuscade du parc exposé, sa paranoïa ne ferait que grandir. Elle s'est versée plus de vin, essayant de calmer ses nerfs. La photographie d'Emery était toujours sur sa table basse. Ses yeux innocents, ce sourire confiant, le bracelet en argent scintillant à son petit poignet. C'est juste une enfant, a murmuré une voix au fond de Serena. Elle n'a rien fait de mal. Mais Dominic m'a dit qu'il m'aimait aussi, a répondu la partie blessée de son âme. Et regarde comment ça s'est terminé. Serena a vidé son verre et a attrapé la bouteille à nouveau. Le sommeil ne viendrait pas ce soir. Et quelque part dans l'obscurité, une conscience qu'elle pensait morte commençait à s'agiter. Emery a eu 8 ans un mardi matin. Elle ne s'attendait à rien de spécial. Les anniversaires dans son monde signifiaient un petit gâteau, si maman pouvait se le permettre. Peut-être une carte dessinée à la main et des câlins supplémentaires avant de se coucher. Des choses simples, des choses précieuses. Quand on a frappé à la porte, elle a supposé que c'était le facteur. Au lieu de cela, Dominic Rousseau se tenait dans le couloir, tenant un énorme gâteau décoré d'étoiles colorées et de pinceaux. Derrière lui, Joe portait des boîtes de cadeaux et des sacs de fournitures de fête. Joyeux anniversaire, petit artiste. Les yeux d'Emery se sont écarquillés comme des soucoupes. L'appartement s'est transformé en moins d'une heure. Des ballons pendaient à chaque coin, violets et argentés, les couleurs préférées d'Emery. Des serpentins traversaient le plafond. Une pile de boîtes de pizza recouvrait la petite table de cuisine à côté de bouteilles de soda et d'un bol de bonbons. Ce n'était pas une fête extravagante. Dominic comprenait qu'Emery n'avait pas besoin de choses chères. Elle avait besoin de présence, de chaleur, du sentiment d'être célébrée par des gens qui tenaient vraiment à elle. La liste des invités est donc restée restreinte.
Dominic, Maylin, Gio et deux gardes de confiance qui s'étaient attachés à la petite fille pendant leur mission de protection. Ils ont joué au carade, ils ont fait des dessins, ils ont ri des terribles tentatives de Gio pour deviner tout ce qu'Emery mimait. Dominic ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ri comme ça. 20 ans de glace, et d'une manière ou d'une autre, cet enfant continuait de trouver des fissures pour s'y glisser. Après que le gâteau ait été coupé et la pizza démolie, sacré à tout, Dominic avait conduit Emery sur le petit balcon. J'ai un autre cadeau pour toi. Il a sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un deuxième bracelet en argent, délicat et brillant, avec son nom gravé sur une petite breloque en forme de cœur. À côté du nom se trouvait sa date de naissance. Le premier bracelet était pour te rappeler quelqu'un que j'ai aimé, a dit Dominic doucement. Celui-ci est pour te rappeler que tu mérites d'être aimé. Emery a levé son poignet, maintenant orné de deux chaînes d'argent. J'ai deux bracelets maintenant, comme une super-héroïne. Dominic a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Tu es une super-héroïne. Tu m'as sauvé. Tu te souviens? Emery a jeté ses bras autour de son cou, le serrant de toute la force de son petit corps. Je t'aime, Dominic. Les mots l'ont frappé comme la foudre. Pendant un instant, il n'a pas pu respirer, pas pu parler. Il a seulement pu tenir cette petite personne qui était devenue d'une manière ou d'une autre la chose la plus importante dans son monde. Je t'aime aussi, petit artiste, a-t-il murmuré. Je t'aime aussi. Depuis l'embrasure de la porte, Maylin regardait avec des larmes aux yeux. Elle se souvenait de son mari, comment il surprenait Emery avec de petits cadeaux, comment il la portait sur ses épaules à travers le parc, comment il rendait les jours ordinaires magiques. 3 ans depuis sa mort, et maintenant quelqu'un d'autre remplissait cet espace. Emery a couru à l'intérieur et a serré sa mère très fort. « Maman, Dominic est le meilleur. J'aimerais qu'il soit mon papa. » Le cœur de Maylin s'est serré. Elle a regardé par-dessus la tête de sa fille l'homme toujours debout sur le balcon, sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville. L'homme le plus craint de Chicago, le chef d'un empire criminel, un tueur. Et pourtant, avec Emery, il n'était rien de tout cela. Plus tard, après qu'Emery se soit endormi en serrant son nouvel ours en peluche, Dominic et Maylin se sont assis à la table de la cuisine. « Tu n'as pas peur de moi? » a demandé Dominic doucement. Maylin a réfléchi attentivement à la question. « J'étais terrifié au début. Tout le monde dit que tu es dangereux. » Elle a fait une pause, ouais, ici. « Mais Emery te fait confiance et ma fille ne s'est jamais trompée sur les gens. Les enfants font des erreurs. Pas ma fille. » Maylin a souri doucement. Elle est comme son père de ce côté-là. Il voyait toujours la vérité des gens. Dominic a fixé ses mains, des mains qui avaient fait des choses terribles. « Je ne suis pas un homme bon, Maylin. J'ai fait des choses qui t'horrifieraient. Je sais qui tu es. Toute la ville le sait. » Elle a tendu la main sur la table, touchant brièvement la sienne. « Mais je vois aussi qui tu es avec ma fille, et je crois que les gens peuvent changer s'ils ont une raison assez forte. » Quelque chose de chaleureux a vacillé dans la poitrine de Dominic. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone a brisé l'instant. La voix de Joe est parvenue, tendue d'urgence. « Patron, nous avons un problème. Marcus a été enlevé. Les hommes de Moretti l'ont attrapé il y a 1 heure. Ils l'interrogent en tant que moment. » La chaleur a disparu, remplacée par la glace. La tempête était arrivée. Le sous-sol du manoir Moretti sentait la rouille et la peur. Marcus Webb était suspendu à des chaînes boulonnées au plafond, ses poignets à vif et saignants, son visage un masque enflé de violet et de cramoisi. Des heures d'interrogatoire brutales avaient laissé son corps brisé, mais son esprit restait intact. Victor Moretti se tenait devant lui, calme comme un homme discutant de la météo. « Je sais que tu m'as trahi. La seule question est de savoir ce que tu as dit à Rousseau. » Marcus n'a rien dit. Non pas parce qu'il était courageux, il ne s'était jamais considéré comme courageux, mais à cause d'une simple vérité. Lily était en sécurité. Sa fille était à des milliers de kilomètres en Californie, protégée par les gens de Dominic, hors de portée de Moretti pour toujours. Rien de ce que ce monstre lui ferait ne pourrait changer cela. Alors Marcus a souri à travers ses dents ensanglantées et a donné sa seule réponse. « Va en enfer. » Moretti était patient avec ses outils. Il croyait que chaque homme avait un point de rupture. Chaque âme avait un prix. Il s'agissait simplement de trouver la bonne pression, la bonne douleur, le bon levier.
Mais Marcus Webb avait déjà renoncé à tout ce qu'il appréciait. Sa dignité, son honneur, sa place parmi les hommes, tout cela avait disparu au moment où il avait posé cette bombe. La seule chose qui restait était la rédemption. Et la rédemption ne pouvait pas être torturée. Des heures avant sa capture, Marcus avait su que la fin approchait. Quand les hommes de Moretti sont apparus devant son appartement, il a eu exactement 90 secondes. Assez de temps pour un dernier acte. Il a tapé le message avec des doigts tremblants. Serena Whitmore est la clé. Elle connaît tous les plans détaillés. Et il y a plus. Moretti a un homme à l'intérieur de la police, le capitaine Raymond Fisher. C'est pourquoi il n'a jamais été attrapé. Il a appuyé sur envoyer juste au moment où la porte s'est fracassée. Maintenant, alors que la patience de Moretti s'effritait enfin, les menaces sont devenues explicites. Si tu ne parles pas, peut-être que ta femme le fera, ou ta fille. Marcus a ri, un son humide et brisé qui a résonné dans la chambre de béton. Ma fille est quelque part où tu ne la trouveras jamais. Ma femme a divorcé il y a 5 ans. Elle a déjà témoigné auprès des avocats de Rousseau. Il a craché du sang sur le sol. Qu'est-ce qu'il te reste pour me menacer? Le visage de Moretti s'est tordu de rage alors que la prise de conscience le frappait. Le rat avait été libéré du piège bien avant qu'il ne l'attrape. Tu penses que tu as gagné? A grondé Moretti. Non. Marcus a regardé directement dans les yeux de son tortionnaire, trouvant la paix face à la mort. Je pense que je me suis racheté. De l'autre côté de la ville, Dominic a lu le dernier message de Marcus à la faible lumière de son bureau. Serena, Police, Fisher. 3 informations qui changeaient tout. Gio se tenait à proximité, la tension irradiant de chaque muscle. Patron, pouvons-nous le sauver? Dominic a fermé les yeux. Les mathématiques étaient brutales mais simples. Le temps que nous rassemblions une équipe, que nous franchissions la sécurité de Moretti et que nous atteignions le sous-sol, nous sommes trop tard. Les mots avaient un goût de cendre. La mort de Marcus Webb n'a pas été rapide. Moretti s'en est assuré. Mais dans ces derniers moments, Marcus ne ressentait plus la douleur. Son esprit s'était égaré quelque part loin, vers le sourire de Lily, le son de son rire, la connaissance qu'elle grandirait en sécurité et libre. Il a pensé à Emery aussi, la petite fille au bracelet d'argent qu'il avait autrefois photographiée pour des monstres. L'enfant qu'il avait presque aidé à détruire. Elle était en sécurité maintenant grâce à lui, parce qu'il avait choisi un chemin différent quand cela comptait de plus. « Pardonne-moi », a-t-il murmuré à personne et à tout le monde. Puis l'obscurité est venue, et Marcus Webb a trouvé la paix. Quand la confirmation de la mort est arrivée, Dominic est resté immobile un long moment. Marcus avait été un traître. Il avait failli tuer des dizaines d'innocents. Il avait trahi 5 ans de confiance. Mais à la fin, il les avait aussi tous sauvés. Dominic s'est tourné vers Gio, son expression taillée dans la pierre. « Prépare tout. Nous mettons fin à ça. » Guerre ouverte? Non, la guerre ouverte signifie des victimes innocentes. Les yeux de Dominic brillaient d'un calcul froid. Nous jouons leur jeu, mais nous le jouons mieux. Serena voulait me détruire, laisse-moi lui montrer ce qu'est vraiment la destruction. Dominic n'a pas frappé avec des balles ou des bombes. Il a frappé avec des informations. Le dernier message de Marcus Webb lui avait donné 3 armes. L'implication de Serena, la corruption du capitaine Fisher et la connaissance du plan complet de Moretti. Il était maintenant temps de les utiliser. Première étape, le flic corrompu. Un colis anonyme est arrivé au siège du FBI contenant des dossiers financiers, des photographies et des conversations enregistrées. Le capitaine Raymond Fisher était sur la liste de paie de Moretti depuis 12 ans, enterrant des preuves, prévenant des descentes, faisant disparaître des témoins. En 48 heures, Fisher a été arrêté devant tout le commissariat. Les caméras ont tout capturé. Les menottes, la marche de la honte, le regard d'incrédulité stupéfaite sur son visage. Les yeux de Moretti à l'intérieur de la police étaient maintenant aveugles. Deuxième étape, la file du sénateur. Des photographies sont apparues dans tous les grands journaux de Chicago. Serena Whitmore entrant dans le manoir de Moretti. Serena dînant avec des associés criminels connus. La voiture de Serena garée devant des lieux liés à des opérations illégales. Les titres se sont écrits d'eux-mêmes. La fille du sénateur en réunion secrète avec un chef de la pègre présumé. Les liens de la famille Whitmore avec le crime organisé. Un scandale politique secoue la course au Sénat de l'Illinois.
Le téléphone de Serena a sonné à 6 heures du matin. La voix de son père aurait pu geler le lac Michigan. Explique-toi, hein, maintenant. Pourquoi ton visage est-il à côté de celui de Victor Moretti sur toutes les premières pages de l'État? Le sang de Serena s'est glacé. Elle a cherché son ordinateur portable, les doigts tremblants en ouvrant les sites d'information. Son propre visage la fixait, photographié à côté de l'homme avec qui elle s'était alliée pour se venger. Père, je peux expliquer. Silence. Le ton du sénateur Whitmore n'admettait aucune discussion. Comprends-tu ce que tu as fait? Je suis en pleine campagne. Cela pourrait tout détruire. Mais père, à partir de cet instant, tu coupes tout contact avec Moretti. Si le FBI t'interroge, tu ne sais rien. Tu n'as rien vu. Tu n'es qu'une femme innocente qui a été trompée. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. La ligne s'est coupée. Moretti s'effondrait. Sa protection policière s'était évaporée du jour au lendemain. Ses partenaires commerciaux légitimes, les restaurateurs, les promoteurs immobiliers, les politiciens qui faisaient semblant de ne pas savoir d'où venait son argent, étaient soudainement indisponibles pour des réunions. Qui a fait ça? A-t-il rugi à ses lieutenants restants? Découvrez qui a divulgué cette information. Personne n'avait de réponse car Dominic n'avait laissé aucune trace, aucune empreinte digitale, aucun témoin, juste des bombes d'information soigneusement placées, explosant en parfaite séquence. Serena est arrivée au manoir de Moretti ce soir-là, son sang-froid à peine maintenu. Vous m'avez exposé, a-t-elle sifflé. Mon père ne veut même plus me parler. Le rire de Moretti était froid et sans humour. Vous pensez que je saboterais ma propre opération? C'est Rousseau. Il riposte. Alors que faisons-nous? Nous revenons au plan initial. Les yeux de Moretti brillaient d'une résolution dangereuse. Prenez l'enfant, échangez-la contre Rousseau lui-même. Serena a senti son estomac se nouer. Enlever un enfant, Victor? Ça va trop loin. Vous êtes trop impliqué pour reculer maintenant, mademoiselle Whitmore. Il s'est approché, sa présence devenant soudainement menaçante. Soit vous m'aidez à finir ça, soit je vous entraîne dans ma chute. C'est votre choix. Serena est rentrée chez elle dans un état second. Elle s'est souvenue des mots de Dominic d'il y a des années, la nuit où il avait tout terminé. Je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin, Serena. À l'époque, elle n'avait entendu que le rejet, que la cruauté. Mais maintenant, en regardant comment il protégeait Emery, comment il souriait à la petite fille, comment il avait d'une manière ou d'une autre réappris à aimer, elle a compris. Dominic n'était pas capable d'aimer à l'époque, non pas parce qu'il était sans cœur, mais parce que son cœur était mort avec Elena. Emery l'avait ressuscité. Il a changé, pensa Serena, fixant son reflet dans la fenêtre sombre. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Elle a pris son téléphone, faisant défiler jusqu'à un contact qu'elle n'avait pas supprimé depuis 2 ans. Dominic Rousseau. Son doigt a plané sur le bouton d'appel. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. La vengeance l'avait consumée pendant si longtemps qu'elle avait oublié qui elle était avant que la haine ne prenne racine. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle ne voulait pas faire de mal à un enfant. Le téléphone a sonné à 2 heures du matin. Numéro inconnu. Le doigt de Dominic est plané sur le bouton de refus. Mais quelque chose l'a poussé à répondre. Dominic. Cette voix. Il la reconnaîtrait n'importe où. Serena. Une pause, puis ne raccroche pas. J'ai des informations dont tu as besoin. 3 heures, un café fermé dans le sud de la ville, loin des regards indiscrets. 2 personnes étaient assises l'une en face de l'autre dans l'obscurité, éclairées seulement par la lumière du lampadaire qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. Autrefois, ils avaient partagé des dîners dans de bons restaurants. Autrefois, elle avait cru qu'il l'épouserait. Maintenant, ils étaient tout autre chose. Pourquoi? La voix de Dominic était plate, sans émotion. Pourquoi m'aider? Serena a fixé le café froid entre ses mains. Elle n'y avait pas touché. Parce que je ne veux pas tuer un enfant. Mais tu voulais me tuer. Oui, inutile de mentir. Je te détestais. Je voulais que tu souffres comme j'ai souffert. Alors pourquoi arrêter maintenant? Serena a finalement levé les yeux pour rencontrer les siens. Dans la pénombre, des larmes brillaient sur ses joues. Parce que je t'ai regardé avec cette petite fille et j'ai compris quelque chose que je ne pouvais pas voir avant. Elle a pris une profonde inspiration. Tu as changé, Dominic. Tu as trouvé ce que j'ai toujours voulu pour toi.
la capacité d'aimer à nouveau. Et ça te fait me détester encore plus? Oui. Un rire amer lui a échappé. Et ça m'a aussi fait réaliser que je suis devenu un monstre en essayant de te détruire. Le silence s'est étiré entre eux, lourd d'années de douleur et de regret. Finalement, Serena a repris la parole. Moretti passe à l'action demain. Il est désespéré maintenant. L'enquête du FBI, l'exposition médiatique, son réseau qui s'effondre. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Quel est son plan? Assaut complet sur l'endroit où tu gardes Maylin et Emery. 30 hommes, lourdement armés. Il ne se soucie plus des dommages collatéraux. Il veut juste ta mort et utilisera la fille pour y parvenir. Dominic a absorbé chaque mot. Son esprit calculait déjà les réponses. Si Moretti découvre que tu m'as dit ça, je sais ce qui se passe au moment. Serena s'est levée, resserrant son manteau. Considère ça comme ma dette remboursée. Pour tout ce que j'ai fait, tu ne me dois rien. Je me le dois à moi-même. Elle a souri tristement. Je veux me regarder dans le miroir sans être dégoûtée par ce que je vois. Elle s'est dirigée vers la porte puis s'est arrêtée. Emery, cet enfant a de la chance de t'avoir. La voix de Dominic était calme. C'est moi qui ai de la chance. Serena a hoché la tête lentement, la compréhension dans ses yeux. Puis elle a disparu dans la nuit, avalée par les ombres et le poids de choix enfin juste. Dominic est resté seul un long moment. La femme qui avait voulu le détruire venait de sauver tout ce qui lui était cher. Le monde était étrange ainsi, les ennemis devenant des sauveurs, la haine se transformant en rédemption. Il a sorti son téléphone et a appelé Gio. Changement de plan. Nous agissons demain. Moretti? Moretti et tous ceux qui sont derrière lui. Ça se termine maintenant. Et la mère et la fille? Dominic a fait défiler jusqu'à une photo d'Emery sur son téléphone, son sourire éclatant, ses 2 bracelets en argent captant la lumière, ses yeux innocents qui croyaient encore en la bonté. Triple la sécurité. Personne ne s'approche à moins de 100 mètres de cet appartement. Comprise, patron. Et Gio? Oui. Personne ne touche à cet enfant. Personne. Sa voix s'est durcie comme de l'acier. Si quelqu'un la menace, je me fiche de qui il est ou de ce que ça coûte, il ne s'en sortira pas. Il a mis fin à l'appel et a fixé la photo d'Emery. Demain, 20 ans de guerre prendraient enfin fin. Demain, Victor Moretti apprendrait le prix à payer pour avoir menacé les personnes que Dominic aimait. Mais ce soir, dans l'obscurité silencieuse d'un café vide, Dominic s'est permis de ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. L'espoir. L'aube s'est levée sur Chicago comme n'importe quel autre matin. Les navetteurs ont rempli les rues. Les cafés ont ouvert leurs portes. La ville s'est étirée et a bâillé, ignorant que sous sa surface paisible, 2 empires se préparaient à leur collision finale. Victor Moretti a rassemblé ses forces dans un entrepôt abandonné de l'ouest de la ville. 30 hommes, des armes automatiques, des gilets pare-balles, assez de puissance de feu pour raser un pâté de maison. Pas d'erreur, cette voix. Sa voix a résonné dans l'espace en béton. On frappe l'appartement, on attrape la fille, on tue quiconque résiste. Rousseau viendra en courant quand il entendra que nous avons sa précieuse enfant. Ses lieutenants ont hoché la tête d'un air sombre. Ils avaient tous entendu ce qui arrivait aux hommes qui échouaient 2 fois avec Moretti. En route. Mais Dominic était resté éveillé toute la nuit. Grâce à l'avertissement de Serena, Emery et Maylin avaient été déplacés dans un lieu sûr des heures avant l'aube. L'appartement qu'elles avaient appelé leur maison pendant des semaines était maintenant vide, une coquille creuse attendant de déclencher son piège. 50 des meilleurs hommes de Dominic entouraient le bâtiment, cachés dans des appartements, sur les toits, dans des camions de livraison et des vitrines de magasins. Ils n'étaient pas là pour tuer, ils étaient là pour capturer. Souvenez-vous, la voix de Dominic est parvenue à chaque oreillette. Moretti vient à moi vivant. Il répondra de ses crimes, de tous. Le convoi de Moretti est arrivé à 7h15. Ces hommes se sont déplacés avec une précision militaire, forçant la porte de l'appartement, inondant les pièces avec des armes levées. Ils n'ont rien trouvé. Des lits vides, du café froid, le silence. Qu'est-ce que... Le premier de coupe de Firmpedieu est venu du toit. Puis les fenêtres se sont brisées alors que les hommes de Dominic émergeaient de toutes les directions. Des grenades assourdissantes ont explosé. La fumée a rempli des couloirs. Les soldats de Moretti se sont retrouvés encerclés, surpassés en nombre et en stratégie.
En quelques minutes, c'était fini. 23 des hommes de Moretti gisaient au sol, les mains attachées dans le dos avec des serre-câbles. 7 autres avaient été blessés en essayant de se battre. Aucun ne s'était échappé. Moretti a regardé depuis son VUS blindé garé à 2 pâtés de maison. Ses mains tremblaient alors qu'il assistait à l'effondrement de son empire à travers des jumelles. C'était un piège, a-t-il murmuré. Tout ça, depuis le début. Un coup sur sa vitre l'a fait se retourner. Dominic Rousseau se tenait dehors, seul, sans armes. Moretti a levé son pistolet, cherchant à baisser la vitre. Un pas de plus et tu es mort, Rousseau. Dominic n'a pas bronché. Tire si tu veux, mais d'abord, regarde autour de toi. Les yeux de Moretti se sont tournés vers ses rétroviseurs. 20 canons d'armes à feu pointaient sur son véhicule de tous les angles. Tu penses que tu as gagné, a grondé Moretti, le désespoir craquelant sa voix. Je n'ai pas besoin de gagner. La voix de Dominic était de glace. J'ai seulement besoin que tu perdes. Le FBI est arrivé précisément à l'heure prévue. Dominic les avait contactés la nuit précédente, fournissant suffisamment de preuves pour enterrer Moretti pour plusieurs vies. Trafic de drogue, meurtre, corruption, conspiration. Chaque document, chaque enregistrement, chaque déclaration de témoin, compilée sur 20 ans d'observation patiente. Des agents ont envahi la scène, prenant en charge les hommes de Moretti un par un. Quand ils ont atteint Moretti lui-même, il a ri amèrement. « Tu penses que la prison me retiendra, Rousseau? Je serai dehors dans 5 ans. Et quand je le serai, tu ne survivras pas 5 mois. » Dominic s'est approché, sa voix tombant à un murmure que seul Moretti pouvait entendre. « Je ne t'ai pas seulement livré au FBI. J'ai envoyé des copies de tout à la famille Castellano, au Gambino, à l'Outfit de Chicago. Chaque organisation que tu as trompée, trahie ou volée au fil des ans. » La couleur a quitté le visage de Moretti. « En prison, tu seras à l'abri de moi, mais tu ne seras pas à l'abri d'eux. » Moretti n'a pas répondu. Pour la première fois dans sa vie, Victor Moretti avait vraiment peur. Alors que les véhicules du FBI s'éloignaient, Dominic s'est tourné pour trouver Joe à ses côtés. « C'est fait, patron. Tous en détention. Et Emery? Malin? » En sécurité, elles vous attendent. Dominic a fermé les yeux, s'autorisant un moment de soulagement. 20 ans de guerre, 20 ans de sang, de mort et de vengeance. Et maintenant, enfin, c'était fini. Emmène-moi à elle. La porte de la planque s'est ouverte en trombe et une petite silhouette en est sortie en volant. Dominic! Emery s'est jeté dans ses bras avec la force d'un petit ouragan. Ses bras se sont enroulés autour de son cou, le serrant de toutes ses forces, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Maman a dit que tu te battais contre des méchants. J'ai eu si peur. Dominic l'a serré contre lui, sentant la tension des semaines s'écouler enfin de son corps. Elle était en sécurité, chaude, vivante. J'ai gagné, petit artiste. Personne ne peut plus te faire de mal. Malin se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Es-tu blessé? Je vais bien. Dominic s'est levé, tenant toujours Emery contre sa poitrine. Ses yeux ont rencontré ceux de Malin à travers la petite pièce. Nous allons tous bien maintenant. Elle a couvert sa bouche de ses mains tremblantes, le soulagement la submergeant. Plus tard, lorsque le chaos s'est calmé et que les gardes ont confirmé que toute menace était neutralisée, Dominic a trouvé un moment tranquille avec Emery. Il s'est agenouillé devant elle, se mettant à son niveau. « Emery, je dois te demander quelque chose d'important. » « D'accord. » Ses yeux sombres, les yeux d'Elena, le regardaient avec une confiance totale. « Voudrais-tu que je fasse partie de ta famille? » Emery a penché la tête, considérant la question avec un sérieux enfantin. « Tu veux dire comme un papa? » Malin a eu une inspiration brusque de là où elle se tenait. La question l'avait prise complètement au dépourvu. Dominic a choisi ses mots avec soin. « Pas pour remplacer ton vrai père. Il sera toujours ton papa. Mais je veux être là pour toi et ta mère. Pour vous protéger toutes les deux. Pour vous aimer toutes les deux. » Le visage d'Emery s'est illuminé du plus grand sourire qu'il ait jamais vu. « J'ai déjà dit à maman que j'aimerais que tu sois mon papa. » Elle s'est de nouveau jetée dans ses bras, ses bracelets en argent tintant avec le mouvement. Malin s'est approchée lentement, essuyant ses yeux. « Es-tu sûr? Ta vie est dangereuse. »
Je vais changer. Pour la première fois en 20 ans, Dominic a cru ses propres mots. Pas du jour au lendemain, mais pas à pas. Pour toi, pour Emery, pour une chance d'avoir quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Avant la fin de la journée, un message est arrivé sur le téléphone de Dominic. De Serena. J'ai quitté Chicago. Je vais en Europe pour un moment, peut-être pour toujours. Je dois découvrir qui je suis quand je ne suis pas consumé par la haine. J'espère que tu trouveras le bonheur, sincèrement. Dominic a lu le message une fois, puis l'a supprimé. Le passé était le passé. L'avenir attendait. Cette nuit-là, il s'est rendu seul dans un cimetière tranquille à la périphérie de la ville. La tombe de Marcus Webb était simple, une pierre tombale sobre avec son nom et ses dates, rien de plus. Dominic a placé un bouquet de roses blanches à sa base. Tu as fait des choix terribles, mais à la fin, tu as choisi la rédemption. Il est resté en silence, se souvenant de l'homme brisé qui avait pleuré dans cet entrepôt, implorant la sécurité de sa fille. Lily ne saura jamais ce que tu as fait. Elle saura seulement que son père est mort en la protégeant. Un vent froid a balayé le cimetière. Repose en paix, Marcus. Ta dette est payée. Un an plus tard, le Morningstar Café brillait d'une lumière chaude alors que les premiers clients affluaient. Emery était assise à la table du coin, leur table maintenant, son carnet de croquis ouvert, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. À 9 ans, ses dessins s'étaient remarquablement améliorés, bien qu'ils conservent toujours ce charme innocent qui les rendait spéciaux. Dominic était assis en face d'elle, journal à la main, bien qu'il passe plus de temps à la regarder dessiner qu'à lire. De derrière le comptoir, Maylin est apparue portant 3 tasses, un expresso pour Dominic, un latte pour elle-même et un petit macchiato au caramel pour Emery. Le café leur appartenait maintenant. Dominic l'avait acheté et avait mis le nom de Maylin sur les papiers de propriété. Elle le gérait avec le même soin et le même dévouement qu'elle apportait à tout. Une famille, pas parfaite, pas traditionnelle, construite sur la tragédie et maintenue par un amour qui avait grandi dans les endroits les plus inattendus, mais réel, complètement, magnifiquement réel. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du Morningstar Café, peignant tout de nuances d'or et de miel. Emery était assise à la table du coin, leur table maintenant, son 10e carnet de croquis ouvert devant elle. À 9 ans, ses dessins étaient devenus plus raffinés, plus détaillés, mais ils portaient toujours cette magie innocente qui les rendait uniques. Papa Dominic, regarde ça. Papa Dominic, le nom qu'elle avait commencé à utiliser il y a 6 mois, après la petite cérémonie de mariage dans leur appartement. Juste la famille, les amis proches et des promesses prononcées du fond du cœur. Dominic a posé son expresso et s'est penché pour examiner sa dernière création. Une famille de 3 personnes se tenait devant un café, se tenant la main. Au-dessus d'eux, 2 étoiles scintillaient dans un ciel bleu vif. « Qui sont les 2 étoiles ?» a-t-il demandé doucement. « Elena est mon vrai papa. » Emery l'a dit comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Il nous regarde depuis le ciel. Le cœur de Dominic s'est serré. 20 ans de deuil, 20 ans à se blâmer pour la mort d'Elena, 20 ans d'un cœur gelé qui avait oublié comment ressentir. Et puis une fillette de 7 ans aux yeux courageux était entrée dans ce même café et avait tout changé avec une simple question. Si vous m'offrez une tasse de café, je vous dirai un secret. Emery, sa voix était douce, épaisse d'émotion. Sais-tu que tu m'as sauvé? Des méchants? Pas seulement 2. Il a pris sa petite main, portant toujours les 2 bracelets en argent qu'il lui avait donnés. Tu as sauvé mon cœur. Tu m'as réappris à aimer. Emery a souri, aussi brillante que le soleil. Je sais, maman dit que tu étais triste tout le temps d'avant. Mais maintenant, tu souris beaucoup. Maylin est sortie de derrière le comptoir, portant 3 tasses soigneusement disposées sur un plateau. Un expresso pour Dominic, un latte pour elle-même, et un petit macchiato au caramel pour Emery, la même boisson qui avait tout commencé. Elle s'est assise à côté de son mari, sa simple alliance captant la lumière. De quoi riez-vous tous les 2? J'ai dessiné Elena et mon premier papa ensemble au ciel. Emery a brandi fièrement son carnet de croquis. Maylin a regardé le dessin, puis Dominic, ses yeux brillants d'amour. C'est magnifique, ma chérie. Dominic a regardé autour du café, cet endroit où il s'était assis seul chaque matin, entouré d'ombre et de silence. Maintenant,
Il était rempli de chaleur, de rire, de famille. Emery? Oui? Te souviens-tu de la question que tu m'as posée le premier jour de notre rencontre? La petite fille a réfléchi un instant, puis a gloussé. J'ai demandé si tu m'offrirais un café en échange d'un secret. C'est exact. Dominique a serré doucement sa main. Et sais-tu que c'était le secret le plus précieux que quelqu'un m'ait jamais donné? Emery a penché la tête, confuse. Mais ce secret a juste sauvé ta vie. Exactement. Dominique a souri d'un vrai sourire. Un sourire qui a atteint ses yeux et a réchauffé son âme. Tu m'as sauvé de toutes les manières possibles. La lumière du soleil a continué de se déverser à travers les fenêtres du Morningstar Café alors que la famille Rousseau était assise ensemble. Le café fumait dans leur tasse, des dessins couvraient la table, les rires remplissaient en l'air, et quelque part très haut, peut-être qu'Elena souriait à son frère, heureuse qu'il ait enfin réappris à vivre. Le plus grand secret n'était pas celui de la bombe. Le plus grand secret était celui-ci. Parfois, les plus petits enfants ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Parfois, une tasse de café et un cœur courageux peuvent tout changer. Et parfois, l'amour nous trouve dans les endroits les plus inattendus, si seulement nous sommes assez courageux pour le laisser rentrer. Chers spectateurs, cette histoire nous rappelle de profondes leçons de vie que nous oublions souvent dans nos vies trépidantes. Premièrement, le courage se présente sous toutes les tailles. Une fillette de 7 ans a sauvé d'innombrables vies simplement parce qu'elle a choisi de faire ce qui était juste, même quand elle avait peur. Deuxièmement, il n'est jamais trop tard pour guérir. Dominique a porté sa douleur pendant 20 ans, croyant que son cœur était gelé à jamais. Mais l'amour a trouvé un chemin à travers les fissures. Troisièmement, la rédemption est toujours possible. Même Marcus, qui a fait des choix terribles, a retrouvé le chemin de l'honneur dans ses derniers moments. Et enfin, la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de personnes qui choisissent de nous aimer et que nous choisissons d'aimer en retour. Si cette histoire vous a touché au cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup savoir qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une gentillesse inattendue qui a changé votre vie? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux et vos histoires nous inspirent à créer plus de contenu qui parle au cœur. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie de tous les jours. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.